Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Cheikh Oumar Sissoko, réalisateur, scénariste et ancien ministre de la Culture du Mali, lauréat du Grand Prix de l'Étalon en 1995 au 14e FESPACO avec le film Gimba, mais aussi secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI. Bonsoir, Monsieur Sissoko. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions sur la Brèche. Comme de coutume, donc la première partie est consacrée à votre parcours personnel, titulaire d'un DEA, un diplôme d'études approfondies en histoire et sociologie africaine, d'un diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales, en histoire et cinéma. Vous suivez également des cours de cinéma à l'école normale nationale supérieure Louis Lumière. Voilà tout cela bien sûr en France. Nous sommes dans les années 60 et 70. Avant d'être engagé au Mali comme réalisateur au Centre national de la production cinématographique. On s'arrête un moment, M. Sissoko, si vous le voulez bien. D'abord, pour savoir d'où vous est venue cette passion du cinéma. Le jeune Cheikh Oumar Sissoko, dans les années 60-70, qui décide de faire cinéma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Cheikh Oumar Sissoko, comme tous les jeunes à l'époque, allait beaucoup au cinéma. Mais j'étais destiné à des études scientifiques. J'étais destiné à un job de professorat en sciences. Mais en France, j'ai été très engagé dans la politique, dans l'association des étudiants et stagiaires maliens en France, qui était aussi avec l'association des étudiants voltaïques en France. Nous étions tous dans la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. La fameuse FEANF. La fameuse FEANF. Mais comme j'ai travaillé pour faire mes études, j'étais aussi dans la Confédération générale des travailleurs, qui était à l'époque le plus grand syndicat. Donc, dans les années 70, il y avait un extraordinaire front de solidarité du peuple de France contre l'apartheid, contre les dictatures en Amérique latine, contre la guerre au Vietnam. Et j'ai été fortement impliqué dans les meetings, dans les marches, dans les événements. Tout cela aidant, je me suis posé la question, qu'est-ce que le professeur de mathématiques ou de physique-chimie va pouvoir faire dans son pays ou dans un autre pays africain? On peut dire que ce sont vos convictions, c'est votre engagement qui vous a mené au cinéma. Ah, parfaitement, parce que nous étions avec les dictatures civiles et militaires, pas de liberté d'expression, pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'organisation. Donc, et j'ai eu la chance donc de voir les films de Sembène Ousmane, Brom Saret, La Noire 2 et Le Mandat. Je me suis dit, c'est seulement la voie. Et c'est là où j'ai décroché des sciences pour aller faire histoire. Mais est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Vous l'avez dit tantôt, il y avait des problèmes de liberté d'expression. Est-ce que vous étiez sûr d'avoir cette marge de manœuvre, de pouvoir exprimer vos convictions à travers le cinéma? Vous savez, l'image parle d'elle-même. Et la preuve, j'ai pu faire sous la dictature militaire 2 films qui étaient une accusation de leur politique. De la sécheresse, sécheresse et rurale qu'on n'a jamais permis de voir au Mali. Et Niamanto. Niamanto, il a fallu vraiment essuyer beaucoup de subterfuges avant d'arriver à le faire. Et le PF Thomas Sankara, paix à son âme, m'a particulièrement invité à dîner pour me poser des questions pendant 2 heures de temps avec son conseiller en communication Bamouni. Il me pose des questions, je réponds. Et à chaque fois, il dit, camarade Bamouni, est-ce que tu es en train d'écrire? Il dit oui, PF. Il avait été enthousiasmé par ce film. Même si vous n'aviez pas eu le prix à l'époque, bien sûr. Je n'ai pas eu le prix. Mais j'ai eu le plus grand nombre de prix en 1987. Mais à l'époque, est-ce que, pour vous, le cinéma, est-ce que vous rêviez, au-delà de ces convictions-là, de pouvoir également truster les sommets, si on peut le dire ainsi, aller remporter des grands prix? Est-ce que c'était ça votre rêve, ou le rêve, c'était juste de pouvoir exprimer cet engagement-là? Le plus important pour moi, c'était d'utiliser l'image pour mettre en évidence nos réalités sociales, mais aussi permettre aux Africains de comprendre leurs droits et leurs devoirs et de prendre leur destin en main dans cette Afrique anachronique. C'est ça que je voulais
je ne pensais absolument pas à aller au devant de la scène. Et la preuve, je n'ai jamais amené mes films d'abord à Cannes. J'ai toujours voulu donc les amener d'abord à Ouagadougou et au JCC, toujours. Et c'est après que je vais à Cannes. Même si je savais que ça m'interdisait d'être en compétition officielle. Alors, M. Sissoko, les défis du cinéma à cette époque, c'était quoi? Parce que quand on était cinéaste, on a les idées, mais des idées au produit fini, il y a bien sûr tout un chemin. Quels étaient les défis à cette époque-là? Les défis, ce sont les pionniers. Sembène Ousmane, Soumanou Vieira, Tahar Cheria, c'est eux qui vont les fixer. Quand ils ont créé la FEPACI, ils ont tenu à faire un congrès vraiment pour fixer les orientations. C'était en 1969. 1975. 1969, ça c'était à Alger. Alger, au Festival des Arts africains à Alger. Ils ont pris conscience qu'il faut absolument une organisation. Et en 1970, ils vont créer l'organisation au 3e JCC, à Tunis. Maintenant, en 1975, ils sont rencontrés avec leur secrétaire général, Aboubacar Sam Makaram, donc pour fixer l'orientation idéologique et donner des thèmes. Parce que la FEPACI collait au travail, à la lutte de l'Organisation de l'Unité africaine qui était libération de tous les peuples africains et aussi développement. Donc le thème nous a été donné pour aller dans ce sens-là. C'est pour cela que beaucoup sont engagés dans... C'était un cinéma d'identité. Ah oui, comme les Algériens, comme Sarah Maldoror avec Sami Zanga, comme Sembène Ousmane, dans la critique sociale avec Borom Saret, le mandat, la Noire 2, mais ensuite Emitaï contre le colonialisme et ensuite les religions. Donc le temps avait été donné par eux. Et c'est cela que nous avons tous continué pour amener en tout cas à ce que nous fassions des images de l'Afrique par nous-mêmes pour changer notre continent. Pour redonner sa fierté. Sa fierté, sa dignité. À l'Africain. Comme le dirait Sembène et Aboubacar Sam. Oui. Mais les financements à cette époque, est-ce que c'était la même équation aujourd'hui de ce que nous revient à l'époque il y avait quand même beaucoup plus de facilité qu'aujourd'hui? Il y avait beaucoup plus de facilité, mais c'est à partir des années 70 qu'il y a eu des facilités. Mais avant, des hommes comme Sembène se sont forgés eux-mêmes. Donc, sa représentation sur le continent, la présence qu'il avait, et puis son charisme, ont amené Sembène à refuser les guichets de financement extérieur. Parce qu'il y avait beaucoup de guichets de financement extérieur. Sembène arrivait à faire des films donc par ses propres possibilités. Il y a eu l'OIF, avant c'était la CCT, il y a eu le ministère de la Coopération française, il y a eu ensuite l'Union européenne, il y a les fondations et puis les télévisions. Les télévisions, tout cela a permis à des cinéastes comme Feu Idrissa Ouedraogo, comme Souleymane Cissé, comme Medondo, de faire des films, et des grands films. À l'époque, c'était un peu le paradoxe, parce qu'on partait chercher l'argent chez celui dont on dénonçait les pratiques, celui qu'on voulait critiquer à travers les scénarios. Est-ce qu'on arrivait vraiment à dénoncer leurs pratiques? Parce qu'eux aussi, c'était de très bonne intelligence de vouloir avoir un regard sur ce que nous faisons, mais en même temps, nos films leur permettaient de développer leur industrie cinématographique. Parce que quand ils donnaient de l'argent, ils demandaient à ce que tout soit investi chez eux. La location du matériel, la nomination des comédiens ou des techniciens. La post-production. La post-production, finalement, vous êtes obligé d'aller faire la post-production. Et s'ils vous donnent 100 millions de francs CFA, votre post-production peut aller jusqu'à 300, 400, voire 500 millions de francs CFA. Et donc, tout l'argent que vous avez engagé dans votre production, c'est là-bas que vous allez investir. Donc, vous contribuez au développement de l'industrie cinématographique française. C'est ça que j'ai toujours voulu expliquer à nos collègues. Vous avez une riche filmographie, je l'avais dit tantôt, Sécheresse et l'exode rural, qui était donc, en tout cas, l'une de vos toutes premières œuvres. Oui. Et en 1995, la consécration à Ouagadougou avec Gimba, le tyran, Grand Prix de l'étalon à ce 14e FESPACO. Cela fait maintenant
26 ans. Quel souvenir vous gardez de ce triomphe, si on peut l'appeler ainsi? Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas parce que vous me l'avez demandé à un moment. Je ne suis pas venu au cinéma pour des prix. Je suis venu au cinéma pour apporter ma contribution, faire des films pour contribuer à l'éveil des consciences. Parce que je ne peux pas accepter la situation qui nous est faite. La situation post-coloniale qui nous est faite, je ne peux pas l'accepter. Donc, il faut travailler à changer cela. Mais ça m'a fait beaucoup de bonheur, beaucoup de bien. Hein? Est-ce qu'il y a eu un Cheikh Oumar Sissoko, réalisateur d'avant et d'après FESPACO 95? Non, ça a été le même, parce que c'est le politique qui est là, qui veut travailler à développer l'industrie cinématographique africaine, mais qui veut en même temps militer donc, pour changer ce beau continent, ce continent extrêmement riche. Mais le peuple du Mali, dans l'accueil qu'il a fait à mon arrivée à Ouaga, m'ont donné encore vraiment... Vous êtes arrivé à Bamako, vous là. Quand je suis arrivé à Bamako, il y avait... Bamako s'est déplacé à l'aéroport. Et ce n'est pas la porte à côté. Bamako s'est déplacé à l'aéroport, les autorités aussi. Et ça m'a donné un peu plus d'élan encore pour continuer. En quoi ça a marqué le reste de votre carrière? Ça m'a conforté que les films que je fais, qui sont des films sur des situations d'urgence, que c'était une très très bonne voie. Et le film qui a suivi, c'était La Genèse, qui partait des conflits fratricides sur le continent et particulièrement ce que nous avons vécu au Rwanda. Le génocide. Et ensuite, c'était Batou. En 2000. La douleur de la pauvreté, en 2000. Et ensuite, c'était Rapta Bamako, sur les problèmes de démocratie, mais c'est les problèmes de corruption. Monsieur Sissoko, vous avez également été sacré plusieurs fois à Milan au Festival du cinéma africain. Vous avez reçu encore d'autres trophées à Ouagadougou, ici, au FESPACO. Vous créez ensuite le collectif Cora Film. Cora Film, de quoi s'agit-il? Cora Film, c'est depuis 1988. Cora Film, j'ai vu un peu les difficultés que chacun avait de faire un film, alors que les compétences étaient énormes. Alors ma proposition était de se mettre ensemble, producteurs, réalisateurs, techniciens, et de permettre aux réalisateurs de pouvoir faire des films et de pouvoir vivre donc du cinéma, aux techniciens aussi. C'est cela que nous avons fait, et notre premier film, ça a été Fizan, film dédié à la femme africaine, sur les violences sur les femmes africaines. Et ce film, toute la post-production a été faite à Ouagadougou, à Sinafrique et à la Diprossi. Tout comme Gimba. Gimba a été entièrement monté à la Diprossi. Ma contribution à ce que nous ayons une base industrielle du cinéma sur le continent. Donc, Cora Film a servi à cela. Cheikh Oumar Sissoko a pu faire des films. Adama Drabo a pu faire des films qui ont eu d'énormes succès ici, paix à son âme. Ibrahima Touré a pu faire des films. C'était les trois réalisateurs qui étaient dans ce collectif. Saman Sanogo, lui, il a choisi la distribution, il a pu faire des formations en France, donc il est dans tous les collectifs de distribution des films en Afrique. Malheureusement, les salles ont été fermées en 1990. Vous l'avez dit, c'est l'un des talons d'Achille du cinéma africain. Vous avez évoqué une expression qui semble être un mirage aujourd'hui, l'industrie. Quand on parle du cinéma aux États-Unis ou dans certains grands pays, c'est vraiment une industrie. Ici en Afrique, dans la plupart des pays, ça semble être un mirage, excepté peut-être le Nigeria ou Nollywood, mais là c'est peut-être autre chose. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a du mal, malgré donc tous ces talents, depuis Sembène Ousmane, vous l'avez cité à plusieurs reprises, on a des cinéastes de renom pratiquement dans tous les pays, mais l'industrie du cinéma reste un mirage. Le grand problème, c'est que nous ne sommes pas arrivés à structurer l'économie du cinéma. Cela est indispensable pour pouvoir créer des entreprises, professionnaliser les secteurs, les différents secteurs. Tout cela va amener la production des œuvres de qualité, ce qui va permettre donc d'élargir le marché et d'aller vers l'autonomie financière. C'est vers cela qu'il faut faire. Aujourd'hui, je pense qu'on en a conscience au niveau de la Fédération panafricaine des cinéastes, où nous travaillons auprès des États, mais auprès des ensembles régionaux, pour comprendre la nécessité d'investir
parce que l'image, c'est aujourd'hui le médium le plus important de la communication sociale. Je disais qu'elle permettait de mettre en évidence nos réalités sociales, mais aussi nos convictions. Est-ce que pour vous, le Nigeria est un exemple? Le Nigeria, avec beaucoup d'intelligence, les cinéastes sont arrivés à faire des films. Au début, c'était vraiment très très difficile. Ce n'étaient pas des films de qualité. Aujourd'hui, les films de qualité sont en train de sortir. Aujourd'hui, il y a des entreprises de production. Il y a des entreprises de post-production. Il y a des entreprises de distribution. Et ils arrivent à assurer l'autonomie financière. La plus-value du cinéma à l'économie n'est pas à hauteur donc, du pétrole, mais c'est extrêmement important. 1 million d'emplois dans une étude de professionnels en 2008. 353 milliards de francs CFA. Et EcoBank, dans son analyse, dit que si c'est encore mieux organisé, c'est 1800 milliards de francs CFA par an comme chiffre d'affaires. Non, c'est une réussite. Quoi qu'on en dise, hein, les cinéastes vivent de leur métier. Les comédiens vivent de leur métier. N'est-ce pas? Et toute la chaîne des valeurs arrive à vivre de leur métier. Et c'est ça que nous voulons. Mais est-ce que le problème aujourd'hui pour certains cinéastes, c'est de ne pas... Est-ce que ce n'est pas d'être des artistes, mais pas des économistes, entre griffes, dans le bon sens du terme? Parce que on a des cinéastes qui ont leurs idées, qui rêvent toujours du cinéma d'auteur à coût de centaines de millions, ce qui aujourd'hui semble déjà être relevé du passé, mais qui ne pensent pas forcément économie, qui ne pensent pas rentabilité. Non, ce n'est pas leur problème, la question de la rentabilité, pour les réalisateurs, pour les cinéastes, pour les artistes. Les artistes créent. Les producteurs. Mais il faut qu'ils vivent leur métier. C'est le producteur qui doit être l'économiste. C'est lui qui prend la responsabilité de chercher des financements, de prendre le risque de financer un film. Mais il ne peut pas occulter le fait que l'œuvre qui est créée a de la valeur et qu'elle autorise que celui qui la crée, ou ceux qui la créent, parce que le cinéma c'est un art collectif, donc puissent bénéficier donc, d'un retour qui leur permet donc de vivre, parce que s'ils ne vivent pas, ils vont aller vendre des cacahuètes ou faire autre chose, ils ne pourront pas faire des films. Est-ce que le cinéma africain aujourd'hui, les cinéastes africains, et d'une manière générale, en tout cas ce secteur du cinéma-là, vous autorise l'espoir quant à l'avènement de l'industrie du cinéma? Mais absolument, aujourd'hui on est en train de se relever. Hein. On se relève parce qu'il y a le numérique qui est venu, qui est à la portée, surtout des jeunes, même s'ils ne maîtrisent pas les règles du cinéma. Mais en même temps, le travail qui a été fait par les associations nationales, par la FEPACI, la conscience des autorités sur ces problèmes-là nous amène progressivement à la création de budgets nationaux. Le Maroc, c'est 4 milliards de francs CFA. Le Sénégal, c'est 2 milliards de francs CFA. Le Mali a ouvert un compte de 6 milliards de francs CFA qui n'est pas encore effectif, mais ça va venir puisque ça a été voté et accepté par le président. La Côte d'Ivoire est en train de préparer vraiment donc, un fonds substantiel. Un peu partout sur le continent, on a conscience que l'image est capitale et que notre continent a besoin de sa propre image. Et il faut mettre les moyens. Il faut y mettre les moyens. Vous êtes le secrétaire général de la FEPACI, je l'ai dit, depuis 2013. Vous avez été reconduit en 2019. Une fédération qui, M. Sissoko, semble quand même à la peine. Qu'est-ce qui fait que cette structure panafricaine, jusqu'à présent, peine à s'imposer? En tout cas, de l'extérieur, c'est le sentiment qu'on a. Oui, mais parce qu'on n'arrive pas à gérer une très bonne communication. Sinon, la Fédération panafricaine des cinéastes, depuis son début, avec les pionniers, ce sont les journées cinématographiques de Carthage, c'est le FESPACO, avec les États évidemment. Ça a été le Mokpafis en Somalie, mais ça a été fermé à cause de la guerre. Ça a été le Festival international de films de Harare, parce qu'on voulait mettre un festival dans chacune des régions. Cela a été fait pour rencontrer nos populations. Il y a eu beaucoup de formations, il y a eu un état des lieux. Aujourd'hui, on vient d'arriver donc à mettre en place une commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel à l'Union africaine. Nous sommes en train de préparer aussi un fonds panafricain, sans oublier des centres régionaux d'excellence, pour nous permettre d'arrêter d'aller en Europe pour finir nos films. Nous allons avoir un fonds bientôt, et ça c'est un travail que nous menons avec le président de la commission de l'Union africaine. Mais les États africains donc, ont voté une décision à l'Union africaine pour investir dans le cinéma. Je crois que c'est progressivement.
les gens pensent que c'est le même jour qu'on peut réaliser des choses. Vous avez foi à la FEPACI? Ah, j'ai foi à la FEPACI. Je demande tout simplement que les cinéastes dans chacun de leurs pays se regroupent autour d'une association et fassent pas une pression, mais fassent un contact, mettent un contact avec les directions nationales de cinéma et avec le gouvernement. Le FESPACO 2021, dont la tenue avait été, en tout cas hypothétique, ça a été reporté de février à octobre. Les raisons, on les connaît, crise sanitaire, mais aussi crise sécuritaire dans toute la sous-région. Pour vous, que vous inspire déjà la tenue de ce FESPACO-là? Vous n'étiez pas forcément pour sa tenue cette année? Non, moi je voulais qu'on reporte un peu pour prendre le temps, parce que je suis un homme politique, je connais un peu les difficultés quand même donc, du Burkina, des pays du Sahel, de mon pays, le Mali. Donc c'était ma proposition, mais ça a été fait. J'en suis très heureux. J'en suis vraiment très heureux parce que ça veut dire que le gouvernement burkinabé, comme tous les gouvernements depuis 1969, s'attelle vraiment à faire de ce pays la terre de promotion du cinéma africain. C'est un esprit, c'est l'esprit de sacrifice qui a encore une fois joué. Et on se retrouve vraiment donc très enchanté donc avec de nouveaux pays qui viennent. Le Lesotho et la Namibie présentent pour la première fois un film de long métrage en commission officielle. C'est extraordinaire. Haïti? Haïti a présenté donc de grands films ici, mais Haïti est dans la compétition officielle. Mais la diaspora a déjà présenté donc des films en commission officielle. La Tanzanie est là avec un film de long métrage en compétition officielle. C'est ça qui est le bonheur. Ça veut dire que le cinéma africain, quelque part, n'est pas en train de s'éteindre. Est-ce que c'est une bonne crue, ce FESPACO? Je n'ai pas vu tous les films, mais j'ai vu de très bons films. J'ai vu des films qui n'étaient pas à la hauteur, mais qui présagent de belles aventures cinématographiques, franchement. Alors, M. Sissoko, les défis du FESPACO, on va également en parler, parce que le FESPACO, aujourd'hui, a plus de 50 ans. Pour vous, aujourd'hui, quels doivent être les défis de ce festival qui est aujourd'hui devenu le plus grand en Afrique? Non, les défis du festival, c'est assez simple. Il faudrait tout simplement que l'Union africaine comprenne l'importance des journées cinématographiques de Carthage et du FESPACO et qu'elle s'investisse sérieusement par des financements. Il faut des financements beaucoup plus importants parce que c'est l'image de l'Afrique qui est là et l'image participe de la renaissance africaine. Elle n'a qu'à demander aux États africains donc de s'y intéresser. Le cinéma, les arts, la culture, c'est le fondement de notre humanité. On ne peut pas mettre cela vraiment. Donc vous avez le sentiment que cette prise de conscience n'est pas encore effective? Ah non, ce n'est pas effectif. Ce n'est pas effectif. Le président du FASO en 2013 avait fait un plaidoyer sur notre demande, n'est-ce pas, à l'Union africaine. Ils ont pris cette décision-là de financer la création cinématographique. On attend toujours. À part l'exception qui est le Maroc, le Sénégal, le Mali, bientôt la Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres pays, mais ce n'est pas suffisant. Mais le Burkina qui fait beaucoup de choses. Mais je suis convaincu que le Burkina va ouvrir un fonds national. Monsieur Cheikh Oumar Sissoko, vous êtes aussi un homme politique, je l'ai dit, ancien ministre de la Culture. Avant de rentrer dans le détail sur ce parcours politique également, qu'est-ce qui a poussé Cheikh Oumar Sissoko à sauter dans l'arène politique? Parce que vous étiez un cinéaste à succès, 1996 déjà, où vous étiez donc président du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé donc de vos convictions aux joutes politiques? C'est la politique qui m'a amené au cinéma. Pas le contraire. C'est à cause de la politique que j'ai choisi de faire du cinéma. Pour me servir de moyen de faire avancer mes idéaux de justice et de progrès social. J'étais un militant en France. Avant d'y aller, j'étais un militant. J'ai un oncle qui a été ministre de la Haute-Volta, Ousmane Ba, docteur Ousmane Ba, qui a même habité, je crois, ici, parce que c'était des villas ici.
À la ITB ici, la cour de la ITB. Et qui a été un grand tribun aux Nations Unies. Tout le tiers-monde attendait son discours, Dr Ousmane Ba. Le Mali de Modibo Keïta m'a beaucoup inspiré parce que j'étais un gamin, mais j'ai été jusqu'au lycée sous cette République-là. Et en France, j'ai été la République. Je ne peux pas supporter l'injustice sociale. Président du parti Sadi, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance en 1996, parti d'obédience communiste, marxiste-léniniste. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce que ce sont les gens qui veulent nous dénigrer. C'est un honneur pour moi, donc, qu'on me dise que je suis d'obédience marxiste-léniniste. Je pense que je n'ai pas cette prétention de l'être. Parce qu'il faut être quelqu'un de véritablement engagé, quelqu'un de mûr intellectuellement, de mûr politiquement. Je pense que je n'ai pas atteint ce niveau-là. Mais j'assume qu'on le dise. Mon problème est que je me battrai pour le continent, je me battrai pour mon pays. Est-ce que vous êtes un révolutionnaire? Si révolutionnaire veut dire changer fondamentalement les situations désastreuses que nous connaissons, oui, je suis un révolutionnaire. En 2002, vous êtes nommé ministre de la Culture, un poste que vous occupez jusqu'en 2007, sous le régime, bien sûr, du président Amadou Toumani Touré. Aujourd'hui, vous en gardez le sobriquet de ministre piéton. Je l'ai lu quelque part. Ah, vous savez ça? Alors, pourquoi ministre piéton? Parce que je n'ai pas de véhicule. Et je prends les taxis. C'est cela. J'ai été aussi ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale est décédé et on m'a donné le ministre de l'Éducation nationale plein. J'ai été là-bas. Je n'ai pas de véhicule parce que je n'ai pas les moyens de me payer un véhicule. Chaque mois, c'est aussi pauvre que ça? Écoutez, le cinéma m'a fait nourrir. J'ai construit mon espace culturel. J'ai un bel espace culturel avec mes films Fizan, Gimba, La Jeunesse, n'est-ce pas? J'ai été au gouvernement. Je n'ai pas pris un centime quand j'étais au gouvernement. Quand j'étais au gouvernement pendant 5 ans, j'ai dû utiliser aussi mes fonds pour vivre. J'avais 825 000 francs CFA de salaire par mois, n'est-ce pas? Il fallait nourrir ma famille, payer le courant, l'électricité, payer le téléphone à domicile. Des charges extrêmement importantes que je prenais dans mon compte personnel. Et les Maliens le savent, hein, je le dis ici, mais les Maliens le savent. Donc aujourd'hui... Est-ce que vous avez fait vœu de pauvreté? Parce que quand même, pour avoir été ministre de la Culture, ministre de l'Éducation, quand on vous retrouve à prendre le taxi à Bamako, est-ce que c'est un choix de vie? Non, un ministre avec 825 000 francs CFA, on ne peut rien économiser. Moi, j'ai reçu une éducation de respecter les biens publics. Je l'ai reçu de ma famille paternelle, je l'ai reçu de ma famille maternelle avec Ousmane Ba. Ousmane Ba a été ministre pendant 10 ans. Quand il y a eu le coup d'État en 1968, il n'avait pas une maison. Sa famille a été obligée d'aller prendre une location dans un quartier populaire. C'est une éducation. Je pense que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les forfaitures, les corruptions, les détournements, c'est parce que l'éducation familiale a raté quelque part. Je le dis en regardant droit la caméra. Alors, M. Cheikh Oumar Sissoko, vous êtes le coordinateur aujourd'hui de Espoir Mali Koura, membre bien sûr du F5 RFP, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques au Mali. Celui-là même qui a précipité la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, août 2020. Depuis, la transition a vécu avec Badao, mai 2021, deuxième coup d'État. Ibeka est parti, mais les problèmes demeurent. Ce coup d'État en 2020, est-ce que ce n'était pas finalement, avec le recul, une mauvaise solution? En tout cas, les choses n'ont pas changé comme on a voulu le dire le 24 mai, le jour du deuxième coup d'État. Les choses n'ont pas fondamentalement changé. Surtout la question de la guerre que les autorités appellent insécurité résiduelle n'a pas changé, hélas. Et c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui, moi, en tant qu'homme politique. Vraiment, nous sommes en guerre.
Et il faut faire face à cela. Et nous avions donné des propositions concrètes. Soumangourou Kanté, qui a dirigé l'Empire Soso au XIIIe siècle, disait exactement ceci. Un pays, pour exister, a nécessairement besoin d'une armée d'hommes valeureux et courageux, bien équipés et bien nourris. Nos pays dans le Sahel ont besoin d'une armée de métier. Le Mali a 49 cercles. Sur les 49 cercles, 40 sont directement touchés par le terrorisme, le banditisme. Les 9 autres indirectement touchés. Des hommes qui meurent, hommes, femmes, enfants, des militaires qui sont tués, des écoles qui n'existent pas, des centres de santé qui n'existent pas, des gens qui sont obligés de partir. Chaque jour, il y a des morts, et des morts d'une atrocité inimaginable dans nos sociétés de tolérance. Et on ne veut pas en faire une priorité, c'est une priorité. Pour vous, vous pensez aujourd'hui que les hommes politiques n'en font pas une priorité au Mali et d'une manière générale Ni les hommes politiques, ni les autorités en place, je pense qu'ils vont être obligés maintenant de le faire. Il faut une déclaration de l'état de guerre et de légitime défense. C'est notre point de vue à Espoir Mali-Croix. Et nous avons fait des propositions concrètes de recrutement de 1500 personnes jeunes dans chacun des cercles, avec les communes de chaque cercle, de créer un bataillon dans chaque cercle. Une brigade de 50 personnes dans chaque chef-lieu de commune. Et les 500 autres maintenant doivent faire des patrouilles pour casser les reins aux terroristes, aux bandits. Maintenant, stationner la patrouille pour veiller à la sécurité qui vient de s'établir et remonter progressivement vers le nord. Les gens du sud, les gens de l'ouest vers le nord et aller au centre et aller vers le nord pour libérer. On peut le faire en 6 mois, maximum 1 an. Mais pour cela, il faut évidemment penser à des questions, à résoudre des questions diplomatiques, politiques. Et est-ce que ce n'est pas une vision simpliste des choses? Mais comment voulez-vous régler si vous ne faites pas l'éclatation? Parce que nous sommes en guerre. Est-ce que nous sommes d'accord que nous sommes en guerre ou pas? C'est une question de priorité. Rien ne pourra se faire tant qu'il y aura cette situation-là. Parce que la géopolitique nouvelle qui est en train de se dessiner a fixé son œil sur le Sahel. Parce que le sous-sol du Sahel regorge de potentialités énormes. Pétrole, gaz, or, diamant, coltan, du fer, de la bauxite, les terres rares. Vous pensez que le Sahel est victime de cette richesse? Ah bien sûr. Ah, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui a été préparé, concocté à la fin du 2e millénaire, dans la stratégie du chaos. Il ne peut pas faire autrement. Un pays comme la France, par exemple, 27 milliards d'euros de dette du capital financier, c'est-à-dire les banques et les multinationales. Plus que son PIB. Plus que son PIB. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? On revient un peu comme au 19e siècle, quand au développement des industries, ils avaient besoin donc des matières premières et des marchés. Ils sont venus, mission civilisatrice, ils nous ont tués, ils nous ont cassés et autres, après la traite négrière. Aujourd'hui, ils sont dans les mêmes problèmes de nécessité d'occuper le terrain, surtout avec les économies des pays émergents, qui sont des économies beaucoup plus compétitives. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et vous ajoutez la Turquie et la Corée du Sud, qui viennent brouter sur leur précaré. Vous y voyez un complot aujourd'hui? Ah, mais c'est un complot. C'est un complot. Le MNLA a été créé par les Français. Tout comme la deuxième rébellion, les Français étaient derrière, Mitterrand et Pisani. Tout comme la première rébellion. Aujourd'hui, quelle doit être la solution? Parce que les Français aujourd'hui parlent de redéploiement de Barkhane. Au départ, c'est un retrait qui était annoncé. C'est un redéploiement aujourd'hui de Barkhane. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que la France fait partie de la solution? La France fait partie de la solution. La France est le problème. Mais la France ne partira pas. La France ne peut pas partir. C'est son avenir qui est en jeu. Là-bas, la France ne peut pas partir.
C'est du pipeau, ce qu'elle est en train de dire. Elle ne peut pas partir. Je viens de vous expliquer tous les problèmes. Aujourd'hui, ils viennent et ils disent que c'est une mission humanitaire. Mais elle n'est humanitaire que de leur côté, parce que c'est leur survie qui est en jeu. La solution, c'est qu'il faut que les pays qui sont concernés, les 3 pays qui sont concernés, Burkina, Mali, Niger, acceptent d'avoir une armée de métier. Je pense que c'est sur tout le territoire de ces pays-là qu'il faut avoir une armée de métier. Former des gens. Et maintenant, avoir des alliances. Je pense que l'Algérie, qui a 1376 km de frontières avec le Mali, qui a des intérêts au Mali, avec les blocs pétroliers à Taoudenit, 1, 2, 3, 4, et un bloc, le bloc 20, qui a 113 000 km². L'Algérie, qui a l'expérience de la lutte contre les terroristes. Parce que les gens qui sont au Mali, AQMI, ils sont venus de l'Algérie. Et l'Algérie ne veut absolument pas les voir retourner. L'Algérie doit être associée à ce travail de lutte. Est-ce qu'il faut associer les Russes? Est-ce qu'il faut associer Wagner? Le deuxième pays maintenant, c'est la Russie. Pour moi, il faut faire une alliance avec l'État russe. Que l'État russe choisisse Wagner, c'est son problème. Mais en tout cas, elle sera responsable de tout ce que Wagner va faire sur le pays. Et il n'est pas question, en réalité, de leur donner des mines d'or, parce que les rumeurs et les mines d'or, près de 7 milliards par mois. Les propagandistes européens, pour les discréditer, disent que ce sont des mercenaires, ils viennent pour les mines d'or et autres. Non. Ils viennent dans la corbeille de la Russie. La Russie est l'allié traditionnel de l'armée malienne. L'armée malienne, créée le 1er octobre 1960, 10 jours après l'indépendance, a été formée et outillée par l'URSS. Donc c'est leur matériel qui est là. Donc il y a cette volonté qui peut se dégager pour que nous puissions travailler ensemble. Au Mali, pour vous aujourd'hui, est-ce que la priorité doit être les élections de février? Parce que la CEDEAO semble en tout cas durcir le ton envers le régime militaire, la communauté internationale, la France, pour que les élections se tiennent à bonne date en février. J'expliquais à la CEDEAO, puisque j'étais invité à parler au nom de MK, pour leur dire que la priorité absolue aujourd'hui, c'est la guerre. Il faut arrêter ces tueries. Ce sera extrêmement difficile de tenir des élections dans des zones occupées. Les touristes aujourd'hui sont aux portes de Ségou, aux portes de Caille, aux portes de Koulikoro, aux portes de Mopti, aux portes de Gao, de Kidal, Taoudeni. Dans les zones agricoles, on a bloqué les champs. Et quand on s'évertue à cultiver, ils viennent brûler, ils tuent. Donc comment organiser? Pour vous, il faut oublier les élections pour le moment. Mais l'élection, c'est quoi? C'est d'élire démocratiquement. Et qui doit élire démocratiquement? C'est le peuple. Est-ce qu'il sera libre de voter? Est-ce qu'il ne faut pas mieux sécuriser le pays en arrêtant cette tragédie humaine que nous vivons tous les jours? Mais je ne sais pas pourquoi la CEDEAO s'évertue à vouloir dire qu'il faut faire les élections au lieu de penser à résoudre la question de la guerre, de mobiliser plutôt les moyens d'arrêter cette tragédie. Tout comme au Nigeria d'ailleurs. Mais sinon, si on ne le fait pas... Mais il faut quand même le retour de l'état de droit. Pour vous, il faut le pousser jusqu'à quand, les élections par exemple? Mais il dépend. Moi je dis, en 6 mois, 12 mois, on peut régler ce problème-là. Si on ne le fait pas, vous savez, et je l'ai dit au président Goodluck Jonathan, cette guerre-là ne va pas s'arrêter seulement au Sahel. C'est une guerre aussi qui a des prétentions de développement économique. Ils vont aller sur le littoral. La Côte d'Ivoire est déjà dans le point de mur. Le Bénin sera dans le point de mur. C'est une occupation donc de l'espace pour un développement économique et industriel pour faire face à l'Europe et à l'Amérique. Il y a une urgence. Pourquoi vous êtes pour la relecture de l'accord d'Alger, qui était présenté comme une solution? Moi, je ne suis pas pour la relecture, je suis pour que l'on puisse
organiser une rencontre à Bamako et renégocier l'accord. Quand on dit relecture, l'article 105 de l'accord demande à ce que ce soit les seuls signataires qui puissent se relire. Il faut renégocier. Cet accord n'est jamais passé devant un conseil des ministres. Encore moins devant l'Assemblée nationale. Quelle est la faiblesse de l'accord selon vous? La faiblesse de l'accord, c'est d'abord, dans son préambule, elle considère que l'État n'a pas fait face à ses obligations régaliennes, mais c'est le cas pour toutes les régions. Et puis la particularité, c'est l'avantage extraordinaire que l'on donne donc, aux régions du Nord. Hein. Kidal en l'occurrence. Kidal en l'occurrence. Hein, dans les autres régions, un député, c'est 60 000 personnes. Ce ne sera pas le cas pour les régions. L'État doit donner 30% de son budget chaque année pour ces régions. Sur le plan donc, de la défense, on va créer donc, une armée spéciale où les 90% vont être des gens de la zone et puis les chefs militaires vont être de la zone. Ça, ce n'est pas... C'est pas tenable. Non, ce n'est pas un État unitaire. Donc on va faire un fractionnement et finalement, ce que l'on craint, c'est qu'il puisse y avoir donc, un développement d'une telle situation dans toutes les régions. Avez-vous foi au G5 Sahel? Le G5 Sahel, oui, si elle se départit de la tutelle française, de la tutelle de la communauté internationale. Parce qu'il faut que le G5 Sahel ait conscience donc, des problèmes qui se posent ici. Regardez, le 16 septembre 2019, à Ouagadougou, ici, à la réunion du G5 Sahel, Mamadou Issoufou dénonce ce qui se passe à Kidal. Il dit que Kidal est une enclave des terroristes qui s'organisent pour attaquer son pays. Et il dit qu'il a des preuves. Il se déplace pour aller à Bamako ce même mois de septembre pour aller le dire à son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Mais le G5 Sahel ne réagit pas. Le G5 Sahel... Pour vous, c'est la chose de la France? Mais quand on voit les réunions du G5 Sahel comme à Djamena, comment ce sont les décisions de Macron qui passent. Je suis désolé, oui. Quand il les appelle à Pau, hein, et que ce sont ces décisions qui passent. La question de la négociation. Cette semaine, il y a eu la rumeur au Mali, selon laquelle les autorités auraient mandaté le Haut Conseil islamique de négocier avec les leaders de groupes comme le JNIM, comme Diaga Gali et puis Amadou Koufa. Décision, en tout cas une rumeur qui a été démentie en partie par le gouvernement. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas trop dans le tout sécuritaire, tout guerre? Parce que quand vous écoutez également, la solution n'est que militaire. Non, la solution est militaire, je l'ai dit, mais je dis aussi la solution est politique et diplomatique. Diplomatique, le Mali a intérêt à être soutenu par ses 7 voisins. Ça, c'est capital. Soutenu par ces 7 voisins, les convaincre et politiquement pouvoir continuer ce travail dans le monde entier. Ça, c'est capital. Mais la solution principale, elle est militaire et ça peut être résolu, je le dis bien, en 6 mois, 1 an. Mais justement, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, parce qu'on le voit dans les enceintes diplomatiques, les sommets de la CEDEAO, les pays côtiers le disent, ils sont conscients que c'est un problème, c'est un cancer qui peut se métastaser dans ces pays, ouais. Mais au-delà du discours, jusque-là, il n'y a rien. Ouais, c'est le manque de volonté politique. Mais aujourd'hui, je pense que l'État malien a quand même conscience de cela et il commence à s'armer. Maintenant, on commence à parler donc de Wagner et autres. Je ne sais pas quelle est la réalité. Mais moi, je souhaite tout simplement que ce soit avec la Russie, l'Algérie et la Russie. Mais est-ce que ça, ce n'est pas loin? Ce que je veux dire, est-ce que la solution idéale, ce ne serait pas qu'un pays comme le Ghana, un pays comme la Côte d'Ivoire, voilà des pays qui, jusqu'à présent, quand même, sont épargnés, le Togo, le Bénin, que tous ces pays s'associent davantage dans ce combat? C'est ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine et au Mozambique.
Vous avez l'intervention d'un pays comme le Rwanda. Pourtant, le Rwanda est loin de Mozambique. C'est un engagement politique, une volonté politique qui se dégage. Alors, normalement, toute la CEDEAO doit comprendre que c'est une menace grave pour la région. Et en ce moment, s'organiser. D'abord pour amener les Nations Unies à observer d'autres programmes pour l'aménagement. Parce que l'aménagement, aujourd'hui, elle ne fait rien. L'aménagement se détourne d'ailleurs de situations extrêmement graves qui se passent devant elle. N'est-ce pas? Dans les tueries, dans les comportements des terroristes et autres. Il doit y avoir notre comportement, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un engagement direct dans l'aménagement. Je pense que la CEDEAO doit pouvoir faire cela. Hein? Parce que la CEDEAO a des acteurs présents dans l'aménagement. Si ce n'est pas le cas, la CEDEAO doit pouvoir engager donc, des militaires aguerris de chaque pays pour venir d'abord dire non à Kidal. Parce que Kidal est une enclave occupée par la France qui a amené le MNLA qui avait été complètement défait par la Moujoua. N'est-ce pas? Quand Serval est venu à occuper Kidal, Serval a interdit à l'armée malienne donc de venir. D'entrer à Kidal. Jusqu'à aujourd'hui. De 2013 à maintenant, 8 ans. Hein? Et c'est toujours le cas. Et c'est de là-bas que se retrouve le MNLA, la CMA, le HCUA, qui les met tous ensemble et dans lesquels se trouvent les gens de Yadagali. Et c'est de là-bas, je le dis, que partent donc des hordes pour aller attaquer donc, dans cette zone-là, Mali, Niger, Burkina Faso. Mais pourquoi on se tait sur ça? Pourquoi? Il y a les responsabilités des chefs d'État. On ne prie pas le temps, M. Cheikh Oumar Sissoko. Juste une dernière question à titre personnel. Quelles sont vos ambitions sur ces deux plans, sur le plan politique, mais aussi sur le plan du cinéma? Sur le plan politique, ma seule ambition, c'est que prenne cesse cette guerre, c'est que le continent puisse sortir de cette situation anachronique. Et c'est ça, c'est mon combat. Je n'ai pas d'ambition présidentielle. J'ai été à l'avant-garde de la lutte contre le dictateur Moussa Traoré. Je n'ai rien demandé après, je suis retourné à mon cinéma. Même si c'est la politique qui m'a amené au cinéma, je n'ai aucune prétention à diriger quoi que ce soit. Je ne me suis pas battu pour être Premier ministre, j'aurais pu le faire. On m'a proposé pendant tout ce temps-là, mais ce n'était pas vraiment ma volonté. Mais le cinéma, quand ça va finir tout cela, je vais revenir au cinéma parce que j'ai beaucoup de projets. Est-ce que vous rêvez par exemple de l'étrange destin, à ce que j'aurais appris? Oui, tout à fait. D'adapter l'étrange destin de Wangre, de Ampateba au cinéma? Est-ce qu'il y a une échéance ou c'est juste... Non, tout est une question de priorité. Aujourd'hui, c'est le Sahel qui me préoccupe. Donc je ne ferai rien tant qu'il n'y aura pas cette paix-là. Monsieur Cheikh Oumar Sissoko, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On rappelle, madame, monsieur, l'invité ce soir est monsieur Cheikh Oumar Sissoko, réalisateur, scénariste, ancien ministre de la Culture du Mali, lauréat du Grand Prix de l'Étalon en 1995 au 14e FESPACO ici à Ouagadougou avec le film Gimba, mais aussi secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.